En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. En cette année d'élection présidentielle, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Lasserre et Régis Le Sommier. Ancien directeur adjoint du magazine Paris Match, Régis Le Sommier est l'auteur de La vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre qui vient de paraître aux éditions Bouquin. Isabelle Lasserre signe Macron le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système aux éditions de l'Observatoire. Alors il ne sera pas question, car nous sommes effectivement en période électorale. Si j'ai réuni Isabelle Lasserre et Régis Le Sommier, c'est parce qu'ils ont été tous deux et qu'ils restent avant tout grands reporters. Tous deux ont couvert les pires conflits et risqué leur vie en éprouvant la réalité du terrain. À l'heure de la guerre en Ukraine et du crime de masse de Boutcha, quel est le rôle des grands reporters? Comment témoignent-ils du réel dans un contexte de chaos? Alors que toute guerre est aussi une guerre de l'information, peuvent-ils échapper aux manipulations et aux fake news? Tout de suite, les réponses d'Isabelle Lasserre et Régis Le Sommier en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Isabelle Lasserre, Régis Le Sommier, bonjour. 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 Alors Régis Le Sommier, on va commencer par vous. Vous êtes ancien directeur adjoint du magazine Paris Match, dans lequel vous avez travaillé pendant 25 ans. Vous avez aussi 27. Vous avez aussi été journaliste pour RT. Vous êtes l'auteur de ce livre, La vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre, qui vient de paraître aux éditions Bouquin, et dans lequel vous racontez 20 ans à couvrir les pires conflits et les pires catastrophes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier malgré les risques, voilà, ou peut-être à cause des risques d'ailleurs? Ce qui m'a vraiment motivé, en fait, ce sont les anciens. En fait, quand je suis arrivé à Paris Match, j'étais jeune stagiaire, je découvrais un monde, j'avais personne dans ma famille n'avait de passé dans la presse ni dans les médias. Je venais d'une famille de militaires et je découvre tout à coup des reporters qui revenaient des Balkans, de Tchétchénie à l'époque. C'était dans les années 90. Et instantanément, ou presque instantanément, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'avais un background universitaire, j'étais à la Sorbonne, j'ai fait Sciences Po, enfin bref. Et je me suis dit, j'écoutais, en fait, ce qu'il racontait. Ce qui était plus intéressant pour moi, c'était ce qu'il racontait, le off du reportage, que finalement presque le reportage lui-même. C'est-à-dire qu'il parlait de rencontres, il parlait d'aventures, il parlait de ce qui leur était arrivé. Et surtout, c'était cette dimension qui m'a toujours habité pour faire ce métier. C'est en fait d'accompagner l'histoire. En fait, l'histoire s'écrit. On a tendance à la voir de loin, à l'interpréter, à y jeter un œil, mais je trouvais ça extraordinaire. Et c'est ça que j'aime par-dessus tout dans ce métier, d'être au premier rang de l'histoire qui est en train de s'écrire, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier. Isabelle Lasserre, vous êtes correspondante diplomatique pour le Figaro. Vous êtes l'auteur de Macron le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais il faut le lire. Vous avez vous aussi une grande expérience de reporter de terrain. Même question, qu'est-ce qui vous a conduit à faire ce métier? J'allais faire la même réponse que Régis. Moi, ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'intéressait, parce que je ne couvre plus de guerre, mais à l'époque, c'était vraiment quand on est sur le terrain, dans des situations de crise, on voit l'histoire en train de se faire. C'est-à-dire à l'instant T. En fait, on voit l'histoire sortir de terre devant nous. C'est totalement incroyable. Et puis aussi, il y a une autre chose qui m'intéressait vraiment, c'est en fait, quand on est dans les zones, dans les conflits ou dans les histoires de grosses crises, hein, ça peut être aussi un tremblement de terre ou mais vraiment les chocs historiques, les rapports entre les gens ne sont pas du tout les mêmes que dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, celle qu'on vit nous dans nos sociétés occidentales. C'est-à-dire que les gens n'ont plus de masques. Les masques tombent en 10 secondes. Et on a en face de nous des gens qui sont purs, bruts. Et les relations sont multipliées par 10, par 100. Et d'ailleurs, on a souvent des surprises. C'est-à-dire que telle personne qu'on pensait couard, lâche,
pas du tout courageux. Ça va être quelqu'un qui va risquer sa peau. Je pense par exemple à l'époque aux Tchétchènes, qui risquaient leur vie pour nous emmener sous les bombardements russes, pour qu'on justement on puisse raconter l'histoire. Et inversement, on voyait des gens qui bombaient le torse, qui paraissaient là on aurait vraiment, on se serait senti en sécurité a priori avec eux. Et ces gens-là foutaient le camp. Donc en fait, on a les gens tels qu'ils sont, sans masque. Et ça, c'est vachement intéressant dans les relations humaines. Mais moi, j'ai mis plusieurs années, je voulais faire ça absolument, et j'ai mis plusieurs années à plonger dedans. J'ai pas osé au début, pendant 3 ans, 4 ans, j'osais pas. Je me disais, tu vas jamais être au niveau, tu maîtrises pas encore assez l'écriture, et puis tu vas avoir tellement peur, parce qu'en fait, on sait pas comment on réagit dans une guerre avant d'y aller. On sait pas. Et d'ailleurs, tant qu'on n'est pas sous les bombardements, on ne peut pas savoir ce que ça peut donner. Il y a des gens qui sont paniqués et qui partent tout de suite, qui ne supportent pas, et puis des gens pour qui ça devient même, c'est honteux de dire ça, mais c'est aussi une adrénaline. D'abord, c'est une adrénaline, c'est une drogue, mais il y a aussi une source de plaisir. Et puis aussi, il faut pas se cacher que quand on est reporter de guerre et qu'on aime ça et qu'on le fait régulièrement, c'est un mode de vie. C'est une aventure. Et je veux dire, c'est quand même plus fun que d'aller au bureau tous les jours et de dire bonjour à tout le monde et voilà, et de respecter des trucs et de mettre une espèce de carte pour rentrer dans des guichets et monter l'ascenseur. On est obligé de monter sur un âne pour traverser une colline pour rejoindre un truc de front. Le soir, on boit des canons entre reporters. Alors c'est crevant, on dort sur des parquets, c'est fatigant, c'est dangereux, on est épuisé. Mais quelle trip, c'est quand même l'aventure. Et puis quand même, dernière chose, on se sent quand même, parce que ça c'est vraiment une des motivations. Alors ça sert pas souvent à grand chose, mais il y a parfois il y a une mission quand même. C'est ce que j'allais vous dire. Dans un conflit comme la guerre en Ukraine, au-delà de l'aventure, quel est le rôle que doit jouer le reporter de guerre? Alors le rôle, on devrait dire, on pourrait dire, ok, c'est un rôle totalement objectif et doit, voilà. Alors évidemment, tout le monde essaye de faire ça, mais après, il y a une réalité qui vous prend, et c'est sûr que quand on est du côté des victimes, on a tendance un petit peu à parfois à défendre les victimes, à trouver. Il y a souvent un agresseur et une victime dans la guerre, donc c'est plus facile de raconter le côté de la victime. Mais on se sent quand même une espèce de mission, c'est-à-dire qu'il faut faire connaître au monde les horreurs de ce conflit, faire connaître au monde les horreurs que subissent les civils. Et ça, c'est très, très, très prenant. Alors, en général, ça marche pas tellement. Je me souviens, pendant la guerre de Bosnie, on se lamentait en disant, mais est-ce que la communauté internationale, est-ce que l'Europe vont enfin réagir, déclencher une intervention militaire pour éviter que tous ces pauvres civils soient massacrés, torturés, etc. Donc il y a une frustration, parce que on a l'impression, quand on est sur place, on se dit mais les papiers vont avoir un effet. Puis non, finalement au bout de quelques années, ça finit par marcher, mais c'est pas. Mais il y a aussi ça, cette mission de vouloir à tout prix témoigner. Régis Le Sommier, quand vous êtes en reportage de guerre, vous vous sentez en mission, vous voulez à tout prix témoigner, vous partagez ce point de vue, ou vous avez un autre regard sur votre métier? Non, bien sûr que c'est la mission première, de témoigner, c'est d'essayer d'aller raconter la vérité, ou en tout cas essayer de la toucher, même si on y arrive imparfaitement. Je dirais on va chercher la vérité et on raconte la réalité, on va dire ça comme ça, mais en tout cas je défends bec et ongle ce métier. Je pense qu'Isabelle sera d'accord sur le fait que on ne détient pas la vérité en allant sur un terrain, mais on en sait un petit peu plus qu'en n'y allant pas. Et que aujourd'hui, malheureusement, trop de commentaires sont émis de la part de personnes, etc., qui ne prennent pas la peine d'aller ou de parler, tout simplement, ou d'essayer de s'informer directement. Il y a beaucoup trop d'infos qui ne sont pas des infos, je dirais, de première source. Et nous, notre but, c'est justement d'aller
d'aller raconter au plus près du terrain. Donc oui, il y a une dimension aussi moi qui m'intéresse, c'est que en fait, oui, donner la parole aux victimes, ça me paraît primordial, à ceux qui sont dans la détresse et à ceux qui tout à coup ont leur quotidien bouleversé, parce que on se rend pas tout à fait compte quand on est ici en France. Enfin, on se rend compte nous quand on revient que en France on vit relativement bien. Hein. On est, vous dites, dans une période électorale où les gens se plaignent. Et je me souviens de cette phrase assez frappante de Sylvain Tesson qui disait: les Français sont des gens qui vivent au paradis mais qui se croient en enfer. Et nous, quand on va là-bas et qu'on revient, moi je reviens d'Ukraine là donc je trouve toujours qu'on vit très bien en France. Mais l'idée c'est d'arriver vraiment à toucher la vérité et parfois à mettre en relief des choses, à essayer. On fait pas toujours des comparaisons entre les guerres. Parfois il y a des points communs, parfois il y a des différences. En l'occurrence, celle-ci m'a intéressé. Moi, je suis parti en Ukraine pour raconter, donc c'est dans le Figaro magazine de cette semaine, l'histoire de 3 volontaires français. Parmi les 3 volontaires, il y en a un qui a un passé plutôt à l'extrême gauche, qui a combattu au Rojava avec les Kurdes, un autre qui est un ancien militaire qui également a combattu avec les Kurdes. Et ce qui est passionnant dans leur histoire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ces gens-là vont aider les Ukrainiens, pourquoi ils ont décidé finalement de tout laisser tomber pour prendre les armes de leur côté. Vous nous direz un peu plus en détail ce que vous avez vu en Ukraine, vous en revenez, ouais. Mais malheureusement on va faire une courte pause. Régis Le Sommier, Isabelle Lasserre, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Comment les grands reporters témoignent-ils du réel dans un contexte de chaos? Après la pause, les réponses d'Isabelle Lasserre et Régis Le Sommier en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec Régis Le Sommier et Isabelle Lasserre. Régis Le Sommier, vous êtes auteur de La vérité du terrain aux éditions Bouquin, et vous revenez d'Ukraine. Hein. Vous avez fait un reportage pour le Figaro magazine, et vous nous expliquiez avant la pause effectivement que vous alliez été au contact de personnes qui venaient faire la guerre en Ukraine alors qu'ils n'étaient pas directement peut-être concernés par le conflit. Oui, je me suis intéressé. Alors, on peut s'intéresser aux victimes. D'ailleurs, dans le même reportage, il y a ma consoeur Véronique de Vigry qui est allée à Boutcha, presque au moment où les forces ukrainiennes ont autorisé les journalistes à témoigner de ces charniers. Donc, il y a un dossier complet. Donc, moi, je me suis intéressé justement à ces combattants, parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que l'Ukraine attire comme la cause des Kurdes a pu attirer, parce que c'est des causes qui paraissent justes. C'est des causes, ce que nous disent ces combattants, qui sont moralement acceptables pour eux. C'est-à-dire, donc, ils acceptent finalement, malgré le fait qu'ils savent qu'ils sont parfaitement conscients que côté ukrainien, il y a le fameux bataillon Azov qui lui est réputé étant d'extrême droite et que c'est pas leur cam, mais qu'il y a aussi, et j'ai découvert ça, il y a aussi des anarchistes qui combattent côté ukrainien. Alors cette guerre, elle est complètement folle. Ça rappelle la guerre d'Espagne. Exactement. Donc il y a cette correspondance un peu romantique avec cette vision qui les habite, justement, d'être des brigades internationales, si vous voulez. Et à la fin, c'est un peu la douche froide, parce que quand il s'agit d'aller justement intégrer ces unités, alors ils arrivent à les intégrer. Et là, il y a eu une décision, je dirais, de centralisation des volontaires internationaux. Et puis on se rend compte, et nous on l'a expérimenté, que ce sont en fait les Américains qui encadrent tout ça. Et donc la vision romantique d'aller se combattre, donner son sang pour l'Ukraine, elle est un petit peu tempéré par une réalité militaire et une prise en main, on le sent bien, hein, donc par ces Américains qui vont encadrer ces volontaires et qui vont, en gros, si vous voulez, ça se finit quand même, c'est un peu de la chair à canon qui part. Voilà, c'est ça qui est. Alors ils veulent combattre, ils sont prêts à mourir, mais donc ça, je me suis vraiment intéressé à ça, parce que cette guerre, elle est complètement folle. Hein. On en a, quand on réalise quand on voit côté russe ces Tchétchènes qui partent au combat en criant Allahu Akbar, qui sont qui sont d'ailleurs, on parlait de la Tchétchénie tout à l'heure, qui sont en fait les descendants des Boïviki, sauf que c'était un clan, le clan Kadyrov, que Poutine a mis au pouvoir. Donc si vous voulez, il y a toujours cette donne assez radicale chez eux. Et puis ils combattent, et puis à la fin, sur les édifices, là ils sont en train de mettre des drapeaux avec le Christ roi. Donc voilà, ils combattent pour Poutine avec des étendards qui sont des étendards orthodoxes, en criant Allahu Akbar au combat.
Et puis de l'autre côté, ce que moi j'ai constaté, c'est cette foison idéologique de gens qui viennent pour des raisons, etc., avec des backgrounds d'extrême gauche, anarchistes, etc. Et puis à côté, il y a il y a quand même quelques néo-nazis dans le bataillon Azov. Donc on est quand même dans une espèce de folie humaine, je trouve. Et je trouve que les combattants m'intéressent. Et c'est là que c'est vraiment ça que j'ai voulu caractériser dans ce reportage, parce que toujours, qu'est-ce qui motive quelqu'un pour aller mourir, quoi. Isabelle Lasserre, on rappelle simplement le titre de votre nouveau livre, Macron le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système. C'est aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes correspondante diplomatique pour Le Figaro. Vous avez été grand reporter. Est-ce que le terrain vous manque? Est-ce que vous allez aller vous aussi en Ukraine, ou c'est une page qui est tournée? Alors, le terrain, je continue à en faire parce que je voyage régulièrement à l'étranger. Donc la question, si je peux la reformuler, c'est: est-ce que la guerre vous manque? La guerre vous manque. Ça paraît être une question paradoxale, mais... à vrai dire, aujourd'hui, non. J'en ai fait pendant 15 ans. Ça a été très difficile d'arrêter parce que, en fait, la guerre, couvrir des pays en guerre et être correspondant de guerre, reporter de guerre, c'est une drogue, c'est une addiction dont on a beaucoup de mal à se sortir. J'ai mis de longs mois à me sevrer des guerres. Au début, dès qu'une guerre explosait quelque part, j'avais qu'une envie, c'était d'y aller. Enfin, j'étais appelée, c'est absolument incroyable, quoi. C'est une drogue. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir épuisé mon capital guerrier, c'est-à-dire que 15 ans, je pense que ça m'a suffi. Et parce que ça déstabilise complètement quand on le fait très très longtemps. Enfin, c'est dangereux à la fin pour son intégrité physique, bien entendu, mais aussi son intégrité psychologique. Et moi, j'avais senti le moment où ça commençait à être borderline, c'est-à-dire que ma stabilité était un petit peu en péril. Donc je pense que si on a un capital soleil, je pense, on dit, et je pense qu'on a un capital guerre, et que aujourd'hui je l'ai épuisé. Alors la seule chose qui pourrait me faire retourner, parce que moi, comme je continue un petit peu à faire du terrain, même si c'est pas dans des zones de guerre, mais j'ai couvert toutes les grandes guerres pendant 15 ans, depuis le début des années 90. Aujourd'hui, je fais plutôt des analyses et des papiers un petit peu éditorialisés. La connaissance que j'ai de la guerre et du terrain, et 20 ans de terrain, 25 ans de terrain, me permettent en fait aujourd'hui d'être encore dans le vrai dans mes analyses. C'est-à-dire que je le sens. Je les nourris encore. J'ai encore plein d'amis partout. Je pars toujours du terrain. Aujourd'hui, quand je fais mes analyses, si un jour je m'aperçois que je suis déconnectée du terrain, c'est-à-dire que je me plante dans mes analyses parce que justement elles n'ont plus cette emprise de terrain et cette expérience que j'ai encore aujourd'hui, là j'y retournerai. D'accord. Et pour expliquer, puisque c'est un métier qui reste mystérieux pour beaucoup d'entre nous, comment est-ce qu'on prépare concrètement un reportage de guerre? Est-ce qu'on a des fixeurs? Est-ce qu'il y a des zones où il est interdit d'aller? Comment ça se passe avant d'aller sur le terrain? Et ensuite, sur le terrain, bon, on suppose qu'il y a de l'imprévu, mais en fait, vous savez, toutes les guerres sont différentes. Et les manières d'aller dans la guerre le sont aussi. C'est-à-dire que quand une guerre se déclare, par exemple, on peut partir. Moi, il m'est arrivé de partir du jour au lendemain. Le Kosovo, je me souviens une fois, à 11h du soir, j'ai envoyé un message à mon rédacteur en chef. Je lui ai même pas demandé son avis. J'ai dit je pars là-bas. Et j'ai pris un avion à 5h du matin, et sans rien préparer. Donc, quelquefois, c'est comme ça, il faut partir tout de suite. Et puis, de temps en temps, comme c'est par exemple l'Ukraine, là, on met en place des relèves, on a le temps de le préparer. Alors, dans ces cas-là, c'est vrai, les principales choses qu'il faut avoir, c'est un interprète, un fixeur, c'est-à-dire le fixeur, c'est celui qui vous organise un petit peu, qui a des contacts et qui vous permet d'avoir des rendez-vous avec un tel, d'aller voir le ministre ou d'aller dans telle ville, etc. Et puis un hôtel. Ça a l'air bête comme ça de dire un hôtel, mais parfois c'est très compliqué dans les pays en guerre parce qu'il n'y a pas d'hôtel. Donc il faut avoir ces 3 choses. Et c'est les 3 choses qui sont indispensables, et il vaut mieux partir avec. Après, tout est complètement aléatoire, ça change du jour au lendemain. Puis aussi
c'est pas pareil parce que les risques sont pas les mêmes. Par exemple, là, l'Ukraine, c'est une guerre qui ressemble un petit peu à celle que moi j'avais connue en ex-Yougoslavie et aussi en Tchétchénie, c'est-à-dire une guerre avec des bombardements aériens, une guerre un petit peu entre États avec des armées lourdes, avec des fronts en fait aussi. On peut s'éloigner des fronts ou on peut s'en rapprocher. Mais par exemple, pour d'autres guerres, le danger, par exemple en Afghanistan, c'était plutôt les prises d'otages. Là, c'est pas du tout le danger. Donc les guerres sont très très différentes. Quand c'est en pays musulman, c'est vraiment les prises d'otages depuis 15 ans. Donc après, il y a des reporters qui sont plus qui supportent on supporte plus ou moins type de risque. Par exemple, moi, ma hantise, c'est les prises d'otages. Je peux pas, quoi. Je pouvais pas. Alors que les bombardements, même les bombardements aériens, ça, je supportais assez bien. Pour d'autres personnes, c'est exactement le contraire. Donc chaque guerre est complètement différente et chaque manière d'entrer dans la guerre est complètement différente. Alors après, concrètement, c'est pas toujours, on prend pas un avion et on arrive dans la guerre comme ça. Qui dit guerre veut dire que les aéroports ne fonctionnent plus, donc il faut aller en voiture. Quelquefois, il faut passer des frontières un peu clandestinement. Ensuite, il faut changer de chauffeur. Enfin, c'est pas toujours facile. On peut, en ce moment, on met 2 jours, par exemple, pour accéder à Kiev, alors qu'avant, on mettait 3h30 en avion. Comment on fait justement quand vous revenez de l'Ukraine? Comment vous avez fait concrètement, sans dévoiler des choses qui ne peuvent pas être dévoilées, mais... Non, il y a tout peut être dévoilé. Je suis parti par Bucarest et en fait, on pensait que ça allait être assez facile de passer par Odessa, mais en fait, la ligne de chemin de fer et à la fois même la route était menacée au sud. Donc il y avait eu des frappes. Donc résultat, on a été obligé de contourner totalement toute la Moldavie. Donc au lieu de faire un périple qui devait durer 300 km, on a fait 1200 km avec les imprévus, c'est-à-dire que vous pénétrez dans le territoire ukrainien, donc déjà vous attendez à la frontière, ça c'est classique, mais ensuite vous prenez, donc on a un nouveau chauffeur, on fait 1 heure de route, il est 1h du matin, et puis on est arrêté par, je me réveille, je vois une Kalachnikov qui est pointée sur la voiture, une deuxième de l'autre côté, on voit les visages et en fait couvre-feu quoi, tout simplement, et donc on n'a rien à faire, et Noël qui est très expérimenté me dit, de toute façon je l'avais dit, en terrain de conflit, jamais on conduit la nuit. Jamais on conduit la nuit, c'est règle de base. Bon, on s'est un peu fait avoir, et total, qu'est-ce qu'on va faire? On est à 4 dans la voiture avec ceux qui nous accompagnent, et on va dormir pendant 4 heures au milieu d'une forêt. Voilà, on se réveille le matin, on n'a pas de flotte, donc on va négocier de la flotte avec des Ukrainiens qui font un bivouac, des soldats au milieu de la forêt. Enfin, vous voyez, voilà. Et on repart pour repartir à Odessa. Et là, c'est là où donc on fait la jonction avec nos volontaires. On repart vers Mykolaïev puisqu'il y en a qui sont aussi là-bas. Donc, enfin bref, c'est un peu au petit bonheur la chance. Et je souscris totalement à ce que dit Isabelle. C'est-à-dire que voilà, on improvise en permanence. On essaye d'anticiper parfois, mais parfois on peut pas. Et parfois on se laisse porter par le truc. Et pour quitter l'Ukraine, moi j'ai fait cette expérience et elle était magnifique, même si elle était très longue. C'est-à-dire qu'en fait, je suis reparti avec des réfugiés dans un bus, et donc j'ai vécu pendant 15 heures avec des réfugiés ukrainiens, essentiellement des femmes, avec des enfants, dans un bus bondé, 5 heures d'attente à la frontière, tout checké parce qu'ils ont peur des armes à partir du moment où on pénètre l'espace Schengen. Vous savez qu'il y a énormément d'armes qui circulent en Ukraine, donc un des vrais problèmes pour les douaniers polonais, c'est voilà. Et j'ai vu des moments d'humanité incroyables, des gros douaniers polonais assez sévères donner des tout petits jouets aux enfants, enfin des moments incroyables d'accueil, et je dois dire que j'ai vu que ça, quoi. J'ai pas vu de choses désagréables, que pour le traitement des réfugiés, je trouve que les pays qui les accueillent font un effort merveilleux, quoi. Voilà. Si vous avez fait de multiples conflits, si vous aviez chacun un souvenir qui vous a particulièrement marqué, je ne sais pas si Isabelle, vous voulez commencer? Il y en a tellement. Je vais vous raconter une des prises d'otages pendant la guerre de Tchétchénie par les Tchétchènes qui avaient en fait
pris en otage un hôpital dans un petit bled qui s'appelait Boudienovsk. Et puis les Russes avaient tiré sur l'hôpital, ils avaient envahi l'hôpital, entouré l'hôpital avec les spetsnaz, les forces spéciales, les hélicoptères, tout. Et comme d'habitude, ils tiraient dans le tas, donc ils tuaient des civils et des militaires. Et on était plusieurs, et on avait réussi à rentrer dans le village juste avant que les Russes ne commencent à bombarder l'hôpital. On connaissait le modus operandi, donc on savait que ça allait arriver. Et on habitait tous chez l'habitant. Et il y avait un centre de presse dans ce village Boudienovsk, et il y a un premier journaliste qui est allé le soir, vers 10h du soir, dans le centre de presse, et il est jamais revenu. Donc on disait c'est bizarre. Et un deuxième journaliste, on était 5, part à 10h30 et il ne revient pas. Et comme ça, jusqu'au dernier, tous les journalistes vont là-bas dans ce centre de presse et ils ne reviennent pas. Et moi, j'étais dans une chemise de nuit que m'avait donnée la dame qui nous hébergeait. Et là, il était 1h du matin, parce qu'à chaque fois, on attendait 1h. Et je laisse mon interprète, qui s'appelait Tania, toute seule. Et je dis, écoute, Tania, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir. Et je suis arrivée en chemise de nuit dans ce centre de presse au milieu de la nuit à 1h du matin. Et là, j'ai vu mon mari qui essayait de sortir, qui travaillait pour Le Monde à l'époque, qui essayait de sortir du centre de presse avec un Russe qui lui mettait un pistolet sur la tempe pour l'empêcher de sortir. Et donc, je suis arrivée, on m'a attrapée, on m'a mis dans le centre de presse. Et en fait, simplement, les Russes attrapaient tous les journalistes qu'ils trouvaient pour les enfermer de force à clé dans ce centre de presse et éviter qu'ils n'assistent au bombardement. Alors on s'est tous retrouvés assis sur des planches, nous trois avec notre copain de Libération et du Monde, on est allés essayer de dormir dans un théâtre entre deux rangées de fauteuils, et les Russes ne nous trouvaient plus. Ils se sont mis à tirer au milieu de la nuit, à tirer pour essayer de nous trouver, mais on s'est cachés à 5h du matin. On a entendu des énormes bombardements. Les Russes avaient déclenché l'offensive, et là, vous savez ce qu'on a fait? On ne pouvait pas sortir parce que les Russes nous empêchaient. Eh bien, on a pris un de nos copains de Libération, je peux dire son nom d'ailleurs, c'est Didier François, qui a pris la lance à incendie. Il l'a fait descendre de la fenêtre. Il est descendu par l'extérieur à la lance à incendie. Il a cassé la figure du Russe en bas. Il a ouvert la porte et on est parti en courant pour aller couvrir les bombardements. Isabelle Lasserre, Régis Le Sommier, merci d'être avec nous sur Sud Radio. La guerre en Ukraine, comme toutes les guerres, est aussi une guerre de l'information. Comment échapper aux manipulations et aux fake news? Vos réponses en toute vérité après une courte pause. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Isabelle Lasserre et Régis Le Sommier. En toute vérité, nous parlons de la guerre en Ukraine et plus largement du métier de grand reporter. Régis Le Sommier, votre livre s'intitule La vérité du terrain. Il paraît aux éditions Bouquin. Mais est-ce que il y a une vérité du terrain, mais est-ce que le terrain dit toute la vérité? Être reporter de guerre, c'est être au cœur du cyclone. Est-ce que cela permet de tout comprendre? Les causes, les buts de guerre, etc. Mais non, absolument pas. Enfin, j'ai pu répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense que c'est que voilà, en allant sur place, on se rend compte d'un certain nombre de réalités, on se rend compte de manipulations dont on peut être l'objet à l'extérieur, hein, de choses qu'on a entendues. Vous savez, aujourd'hui, il y a une telle prolifération d'infos plus ou moins vérifiées, et quand on va sur place, on peut vérifier, et on se base par rapport à notre expérience, et c'est pour ça justement qu'il est absolument impératif de continuer à envoyer des reporters couvrir les conflits, et de pas, parce que vous savez, la tendance pour les groupes armés quels qu'ils soient, c'est pas simplement les armées officielles, mais les groupes armés, c'est d'avoir eux-mêmes leur propre service de presse. Ils fournissent ou ils alimentent les réseaux sociaux de leurs partisans à l'étranger, de vidéos, etc., les mettant évidemment en avant, et que in fine ils veulent pas avoir pour eux, on est des empêcheurs de tourner en rond, parce qu'on arrive et nous on dit voilà, parce que je pense que la qualité principale d'un reporter, c'est son honnêteté. Il y a des moments où on est seul face à quelque chose qui se passe devant nous, et notre honnêteté nous exige de raconter ce qu'on voit. Je pense que c'est très important, et de le faire aussi avec un côté absolument
absolument. Moi, ce qui me dérange, il y a dans notre métier, il y a évidemment tous les journalistes sont pas comme ça, mais il y en a qui se proclament journalistes militants. Alors, j'ai beaucoup de respect pour les militants. Hein, c'est une. En ce moment, on en parle beaucoup puisqu'on est en pleine période d'élection. Mais le terme journaliste militant me paraît antinomique. On peut pas être journaliste. Être journaliste, potentiellement, c'est pouvoir dire du mal, ou pas du mal, pouvoir dire des choses désagréables de gens qu'a priori on aime bien. Parce que on se rend compte, quand on fréquente ces terrains-là, que des gens qui sont hyper sympas, qui sont accueillants, etc., n'ont pas eu, parfois, moi ça m'est arrivé de me rendre compte que c'était des gens qui n'avaient pas eu des comportements qui étaient en fait des gens qui avaient tué d'autres gens, etc., et que sur ces terrains-là, vous savez, quand vous êtes en Syrie ou autre, vous avez il y a beaucoup d'assassins, hein, au bout de 10 ans de guerre, beaucoup de gens ont du sang sur les mains, et donc en fait vous devez continuer à dire, vous devez dire, bah voilà, j'ai découvert ça. Et le militant, c'est pas du tout ça. Le militant, il va avoir un biais a priori. Il va faire la promotion de telle ou telle entité, de tel ou tel groupe. Et moi, ça me paraît très dangereux, ce côté journaliste militant. En revanche, voilà, un reporter doit être quelqu'un d'intègre, qui doit être capable, même s'il a une sympathie pour une cause. Hein. Les Kurdes, par exemple, sont pas des saints. Les Kurdes, on les a mis en avant, etc. Je vous donne un seul exemple. Hein. Moi, un épisode qui a été très marquant pour moi, c'est la bataille de Mossoul. Bon, quand Daesh a pris Mossoul, bon, les Kurdes n'ont pas vraiment mis beaucoup de d'entrain à défendre Mossoul et à aider l'armée irakienne à l'époque. Donc, si vous voulez, voilà, on se rend compte de ça. Alors après, leur cause est peut-être très belle, mais il faut pas tomber dans le panneau, et il faut toujours garder justement cette distance critique qui me paraît fondamentale, quel que soit le terrain sur lequel on est. D'abord, il faut se dire une chose, c'est que par rapport justement au côté militant, c'est que nous, en tant que journalistes, a priori, on est dans un endroit, on n'a rien à y faire. Hein. La seule chose pour laquelle on est là-bas, c'est pour témoigner de ce qui s'y passe. C'est pas notre personne, notre background idéologique, tout ça, c'est pas ça qui est en cause. Donc c'est une grosse différence. Et donc je pense qu'il faut rechercher, et vous parliez de la réalité, essayer de rechercher, de décrypter, et Dieu sait si c'est difficile, et je pense qu'Isabelle sera d'accord avec moi là-dessus, de trouver, parfois d'aller fouiller, de se dire comment les choses s'articulent, etc. Parce que, évidemment, on cherche aussi à nous masquer beaucoup de choses. Isabelle Lasserre, l'actualité des derniers jours a été marquée par le massacre de Boutcha. Or, les Russes nient leur responsabilité et accusent même les Ukrainiens. Est-ce que le fait d'aller sur place, ça permet, alors vous y avez pas été, mais dans ce genre de cas, d'établir les faits, et comment on fait dans une guerre qui est aussi une guerre de l'information pour savoir tout simplement le là, vrai faux. Pour le coup, c'est typiquement l'événement où les faits ont été établis de manière absolument certaine et extrêmement rapidement par plein de méthodes. Alors après il y a le background qui fait que en général les Russes accusent toujours leur adversaire de ce qu'ils sont en train de faire ou de ce qu'ils se projettent de faire. Que l'armée russe, ce sont les méthodes de l'armée russe absolument partout. Moi, j'ai vu les mêmes choses en Tchétchénie, mais enfin ça suffit pas à prouver. Mais tous les enquêteurs qui sont sur place, toutes les conversations qui ont été interceptées par les services de renseignement allemands, tout le travail des activistes ukrainiens qui sont pas des journalistes, là c'est autre chose. Hein, toutes les interceptions. Tout a montré que, en fait, les cadavres avaient été, que les civils avaient été tués il y a à peu près 3 semaines, pendant que les Russes étaient sur le terrain. Donc, pour ça, il y a absolument aucun doute. Mais bien entendu. C'est la personne qui est sur le terrain qui peut en général faire la différence. Moi, je me souviens avoir découvert des charniers, et notamment au Kosovo et aussi en Bosnie. Et ça, c'est le travail. En Bosnie, je me souviens, j'ai passé 2 jours sur un charnier à Mostar. C'était le premier charnier qui avait été découvert en 1992. En Bosnie, c'était les Serbes
qui avait assassiné des 2 balles dans la tête, et avec les victimes avaient les mains liées dans le dos. Il y avait beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants, et il s'agissait de Croates et de musulmans qui avaient été assassinés. Ils étaient 250 ou un truc comme ça. Et ben, je suis restée jusqu'à ce que les corps soient sortis de terre par une grosse machine, et ensuite que les cadavres soient identifiés par les familles pour connaître leur nationalité, et ensuite que les inspecteurs européens viennent certifier tout ça. Donc ça, c'est un travail sur le terrain considérable, mais c'était en 1992. Aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus vite parce que les moyens d'interception des communications sont beaucoup plus rapides, parce qu'il y a plus de gens sur le terrain, parce qu'il y a les satellites, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'on prend des photos beaucoup plus facilement. Et tout ça, la vérité sort de terre beaucoup plus rapidement qu'avant. On a 30 secondes, oui, vous voulez réagir? Je voulais réagir parce que justement par rapport à Boutcha précisément, ce qui est très intéressant, je voulais mettre en avant et souligner le travail extraordinaire qui a été fait, je trouve, par le New York Times, justement, qui est un média qui a beaucoup de moyens et qui a beaucoup de gens sur place, et ça a été parmi les premiers justement à analyser ces vidéos de drones de haute altitude, justement montrant les exactions en train d'être perpétrées, également des images satellites, et qui a recoupé, qui a fait ce travail impeccable. Et ce que je trouve extraordinaire aussi dans l'attitude du New York Times, c'est que 2 jours plus tard, quand arrivent des vidéos où cette fois on voit des soldats ukrainiens en train d'assassiner des prisonniers russes, eh bien le même New York Times vérifie ces vidéos et dit oui, là l'ONU est saisie. Donc il y a des journaux qui font, parce qu'une guerre c'est sale. Hein, c'est sale, oui. Voilà. Et bon, on s'intéresse toujours à savoir quel est par rapport à Boutcha, justement, par rapport à ce qui est dit. Est-ce que c'est 200 cadavres? Est-ce que c'est 2000? Est-ce que c'est 20 000? C'est ça la vraie question. Là, en l'occurrence, sur les prisonniers, est-ce que c'est systématique ou pas? Comment ça se passe? Donc après, il y a toujours des questions, mais le même New York Times fait un papier, d'ailleurs, qui est relayé par le Figaro, qui justement atteste, voilà, où on voit des prisonniers qui sont pas encore morts et qui se prennent une balle dans la tête. Là, on est dans de la mise en scène un peu daéchienne, je trouve, et donc c'est quand même assez terrifiant, quoi, de voir ça. Mais voilà, le même média est capable, et il y en a plein d'autres qui font merveilleusement leur travail pour documenter et pour qu'on comprenne, justement, parce que l'idée c'est toujours que les gens comprennent. Vous savez, il y a une fameuse, on dit le brouillard de la guerre. Bon bah nous, notre but c'est justement d'aller dans ce brouillard et d'essayer d'attester de ce qui se passe réellement. Voilà. Régis Le Sommier, Isabelle Lasserre, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Avec la guerre en Ukraine, nous avons basculé dans un nouveau monde. Voilà, qu'est-ce qui a changé peut-être depuis que vous faites ce métier? Est-ce que c'est le même monde qu'hier? Vos réponses après une courte pause, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Isabelle Lasserre et Régis Le Sommier. En toute vérité, nous parlons de la guerre en Ukraine et plus largement du métier de grand reporter. Isabelle Lasserre, les premières guerres que vous avez couvertes, je crois que c'est les guerres d'ex-Yougoslavie. Est-ce que Vladimir Poutine, quand il a essayé de légitimer son intervention sur l'Ukraine, parlait des bombardements de Belgrade? Est-ce que on est dans la continuité de ces guerres-là, ou est-ce que c'est un autre monde qui a débuté depuis la guerre en Ukraine? Ah oui, vous avez raison de faire ce parallèle, parce qu'à mon avis, il est valable à 2 niveaux. Il est valable au niveau politique, parce que c'est vrai que Vladimir Poutine n'a absolument pas supporté les bombardements de l'OTAN en Serbie, l'indépendance du Kosovo, et avec l'intervention occidentale en Libye, c'est vraiment en fait un événement qui est au cœur de sa frustration et de son désir de vengeance vis-à-vis de l'Occident. Donc aujourd'hui, Vladimir Poutine considère que il fait la même chose que les Occidentaux avant, en Irak, en ex-Yougoslavie, etc. Alors évidemment, c'est pas pareil, mais l'Occident a eu tort de ne pas comprendre à quel point ça a été un traumatisme pour le régime russe. La deuxième chose, c'est que ces 2 guerres-là se ressemblent. C'est-à-dire que les guerres d'ex-Yougoslavie, c'était des guerres qui ont suivi l'effondrement du communisme et la chute de Tito en 1989, avec les indépendances de toutes les républiques, des 6 républiques d'ex-Yougoslavie.
c'était vraiment une guerre de la fin de la guerre froide et de ce nouveau monde qui naissait après l'effondrement du mur. Dont on pouvait penser que ce serait le triomphe des démocraties libérales. Voilà. Et la guerre d'Ukraine, pour moi, est un des derniers, enfin j'espère que ce sera le dernier, soubresaut de l'effondrement de l'Union soviétique, qui a aussi commencé à la chute de l'URSS et à la chute du mur de Berlin, par les indépendances des anciennes républiques soviétiques, qui se sont faites plus ou moins violemment, mais à l'époque, l'Ukraine, la Biélorussie, ça s'était fait de manière tout à fait officielle, puisque Boris Yeltsin, à l'époque, avait accordé et donné l'indépendance à ces républiques, et aujourd'hui, c'est vraiment c'est un dernier soubresaut de cette fin de l'Union soviétique qui ne s'est pas encore qui a pas encore été réglée. Donc en ça, je pense qu'il y a un parallèle absolument incroyable à faire, et même si je peux revenir en plus en ex-Yougoslavie, je ne suis même pas sûre que l'histoire s'est terminée en ex-Yougoslavie, parce qu'aujourd'hui les démons nationalistes sont en train de revenir en force, parce que l'Occident, en intervenant, a arrêté la guerre à l'époque en 1995 en Bosnie, mais l'accord qu'il a imposé aux belligérants est un accord qui figeait les lignes sans faire de vainqueur. Et aujourd'hui, les désirs de vengeance et le nationalisme repartent, et on ne peut absolument pas exclure que dans 2 ans ou 3 ans, il n'y ait pas un nouveau conflit dans les Balkans. Régis Le Sommier, c'est le retour du refoulé, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et peut-être demain dans les Balkans. Moi, je dirais que c'est un bouleversement. C'est peut-être je dirais pas le premier épisode, mais d'un changement d'axe du monde. Je lisais un papier une interview dans le journal Le Monde il y a quelques jours de Rassam Salamé, qui est le grand diplomate libanais, qui racontait, qui expliquait que en fait ce à quoi on assistait en Ukraine, c'était les conséquences de ce qu'il appelle la dérégulation de la force. Et j'ai bien expliqué, il disait la force, en fait, elle a été dérégulée par l'invasion américaine de l'Irak en 2003. C'est-à-dire que ça a été le moment où la grande puissance américaine, qui depuis la fin de l'Union soviétique était la seule superpuissance mondiale, et qui faisait autorité, la façon dont cette guerre s'est déroulée, la façon dont elle a été vendue au peuple américain, la façon dont elle a été fabriquée. N'oublions pas que la plupart des prétextes de la guerre étaient totalement mensongers, et que finalement ça a donné des idées aux autres. Ça a donné des idées aux autres, aux Iraniens par exemple, qui ont profité d'ailleurs de cette invasion de l'Irak pour justement accroître leur puissance et se comporter un peu comme des sauvages. Ça a donné des idées aux Turcs également, on l'a vu en septembre 2020, comment attaquer avec leurs alliés azerbaïdjanais, et déjà leurs drones TB2 Bayraktar qu'on voit à l'œuvre en Ukraine, donc d'exercer leur puissance et de finalement changer les choses. Ça a donné des idées aussi en Afrique à certains de se dire finalement, comme les Américains se sont comportés comme des sauvages en Irak, pourquoi on le ferait pas nous, et pourquoi on le ferait pas avec nos intérêts. Et je pense qu'il y a dans cette espèce de sauvagerie à laquelle on assiste en Ukraine, parce que on aurait pu penser que, vous savez, on a toujours dit oui, Vladimir Poutine, on entend ça depuis des années, est un fin joueur d'échecs, il a toujours un coup d'avance, etc. Et la façon dont il a soutenu Assad, même si elle a été c'était l'usage brutal de la force, mais il a quand même réussi à retourner les tables et à changer beaucoup de choses au Moyen-Orient. Donc c'est dit. Ensuite, il s'est attaqué à la guerre de Libye avec plus ou moins de succès, puisque le camp Haftar, sur lequel il avait misé, sur lequel la France aussi avait misé d'ailleurs, n'a pas réussi à dominer la Libye. Et la Libye aujourd'hui est un État complètement anéanti. Moi, j'y suis allé il y a 1 an et demi. J'étais effrayé de voir qu'à nos portes de l'Europe, on a un pays qui est totalement exsangue, totalement où il n'y a plus de structure, il n'y a plus de services publics. Enfin, c'est complètement dingue, sans compter les conséquences que ça a eu avec les guerres au Sahel. Donc en fait, toutes ces histoires-là, en fait, si vous voulez, montrent que l'usage de la force, certains disent le retour du tragique, mais enfin il y a eu, et malheureusement, on est obligé de constater qu'aujourd'hui, la démocratie n'est pas la valeur montante dans le monde. On est dans
dans un monde où il y a de moins en moins de démocratie et il y a de plus en plus d'autocrates. On parle, il y en a qui font pas la guerre, mais bon, Viktor Orban par exemple, lui il est plébiscité par son peuple en plus. Vous avez, alors lui il a accueilli les Ukrainiens, mais pour le reste, on se rend compte qu'en fait les nations se disent, et donc Salamé lui donnait cette explication en disant voilà, comme les Américains ont fait ça en Irak, les autres se disent pourquoi pas nous, voilà, et les Chinois peut-être se diront tiens, on va peut-être envahir Taïwan. Oui, alors, moi, je voudrais juste apporter une précision. Moi, je ne pense pas que Vladimir Poutine se soit dit ait imité les méthodes américaines en Irak. D'abord parce que c'est pas du tout le même type de violence. Et d'abord, je pas dit qu'ils avaient imité. Non. Ce que je veux dire, c'est pas inspiré. Voilà. Non, ce que je veux dire, il dit pourquoi pas moi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ces méthodes préexistaient à la guerre d'Irak, puisque Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir. En déclenchant une guerre en Tchétchénie en 1999, la deuxième guerre. Donc ce que je veux dire, c'est que il avait déjà ces méthodes avant. Mais par ailleurs, il n'a pas du tout supporté les interventions occidentales. Totalement d'accord. Et sur ce que Régis dit sur le recul des démocraties dans le monde et la montée en puissance des autocraties est totalement, c'est un des cœurs du problème aujourd'hui. Et là, dans les mois qui viennent, ce qui va être très intéressant à observer, c'est que, parce que là, il y a un nouveau rideau de fer, en fait, qui sépare la Russie du reste, du monde occidental et démocrate. Est-ce que la Russie va réussir à faire une alliance suffisamment solide avec la Chine et avec les autres autocraties? Alors sauf que l'Inde est une démocratie, donc c'est un tout petit peu compliqué. C'est ça le nœud du problème. Est-ce qu'on assiste en fait à l'établissement d'une nouvelle guerre froide entre d'un côté les valeurs autocrates ou totalitaires et de l'autre côté les valeurs de démocratie qui sont plutôt en train de se restreindre? Est-ce que ça va fonctionner? La Chine et la Russie sont engagées depuis plusieurs années dans un combat contre les valeurs occidentale. Ce combat se mène absolument partout. Il se mène dans chaque instance internationale. Il se mène dans un combat contre les droits de l'homme. Est-ce que ce groupe va se solidifier et est-ce qu'il va agréger à lui, voilà. Est-ce qu'on va se retrouver dans un bloc, comme à l'époque, totalitarisme contre démocratie? Je ne sais pas. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, le problème est beaucoup plus complexe, parce que à l'époque, le camp des démocraties et de la liberté en Occident était unanime et complètement soudé. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que dans toutes les sociétés européennes et occidentales, il y a à la fois des partis politiques et une partie de la population qui doute des valeurs de la démocratie, parce qu'elle apparaît faible, parce qu'elle apparaît désunie, parce qu'elle n'est plus capable de s'armer et donc d'avoir des rapports de force, et qu'elle n'est pas capable de défendre les populations contre l'immigration de masse, contre la menace qui vient du Sud, contre celle qui vient de l'Est. Donc il y a un vrai doute au sein même des démocraties dans les populations. Et ça n'existait pas à l'époque de la guerre froide. Il nous reste 1 minute et demie. Vous avez donc chacun 40 secondes ou 45 secondes pour conclure. Régis Le Sommier, comment vous voyez la suite de la guerre? C'est vu que c'est une vaste question pour conclure, mais est-ce qu'on peut avoir une issue plus rapide que prévu, ou est-ce qu'on est reparti pour une guerre qui va durer des décennies? Moi, je vais vous parler personnellement, là. Je vais vous parler avec mon cœur. Moi, je ne veux pas, ça doit être la fin de mon livre, la dernière phrase, c'est je veux pas d'une Syrie en Europe, quoi. Je souhaite que cette guerre alors ça sera peut-être pas une Syrie, ce sera peut-être une Corée, avec une zone russe d'un côté et une zone pro-occidentale de l'autre. Je pense que dans cette histoire, en effet, Vladimir Poutine, moi, tel que j'ai vu la société ukrainienne pendant quelques jours, là, n'a pas compris qu'une partie de l'Ukraine était passée à l'ouest. Il s'est imaginé qu'on en était encore au fondement de la Russie, etc. Alors que c'est une société très occidentalisée, mais avec un Est qui, lui, reste russe. Donc, est-ce que ça va être une Corée du Nord, une Corée du Sud? J'en sais rien. Ce qu'il faut, c'est que ça cesse. Ce qu'il faut, c'est que on arrête ces offensives, contre-offensives. Parce que c'est ce qu'il y a eu de pire. Moi, j'ai vu les villes syriennes parler d'Alep. Alep, c'est deux fois la taille de Paris, et un tiers de cette ville a été complètement anéantie. La ville de Homs a été complètement anéantie à 40%.
celle de Deir ez-Zor, celle de Raqqa à plus de 80%. Enfin, voilà, tous ces conflits-là ont fait, Mossoul, pareil, tous ces conflits-là, je prenais la bataille de Mossoul, c'est 1 an pour faire le siège, et un siège qui dure plus que Stalingrad. On va laisser quand même Isabelle Lasserre conclure. Ma conclusion, c'est que ça s'arrête le plus rapidement possible pour qu'il n'y ait pas une nouvelle Syrie au cœur de l'Europe. En un mot, est-ce que c'est possible que ça s'arrête? En un mot, moi je pense que ce sera aux Ukrainiens de décider. Ils sont engagés dans une guerre patriotique. Ils montrent un héroïsme et une volonté de lutter contre l'armée russe qui les envahit absolument incroyable. Et c'est eux qui sonneront la fin de la partie. S'ils ont, eux, envie pour se libérer de rentrer dans une guérilla qui durera plusieurs années, ce sera leur choix. Merci Isabelle Lasserre, merci Régis Le Sommier d'avoir été avec nous. En toute vérité, on rappelle le titre de vos livres, La vérité du terrain pour Régis Le Sommier, Le président disrupteur pour Isabelle Lasserre, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute vérité.